waouh quoi, j'ai envie de dire waouh la Nati. Ouais. Est-ce que vous Ouais. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, même pendant l'Euro, ça arrive et c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un plaisir, un bonheur, bien sûr, de vous accompagner tout le long de cette compétition. On est maintenant au stade des quarts de finale et on va évidemment l'aborder avec, vous allez le voir, dans cette émission, un invité. Cameron Puertas sera avec nous depuis son téléphone et depuis à distance, évidemment. Et il répondra à des questions sur la Roja, évidemment, et la Nati également. Mais avant ça, évidemment, je vais aussi présenter nos invités. Toujours aussi piquants que délicieux. Ils sont plutôt chroniqueurs qu'invités d'ailleurs. Quentin, comment ça va? Ah, on est triste, hein, mon ami. On est triste, hein. C'est notre équipe nationale. Non, tu vas pas commencer l'émission qui n'énerve pas. Je suis triste, franchement, là. On l'avait dit. Et pour moi, il fallait viser le tableau de droite. J'ai l'impression qu'ils ont voulu viser le tableau de gauche en se disant, on a perdu contre la France, c'est pas grave, c'était la France. On en a parlé précédemment. C'est dommage, on en reviendra plus tard, mais il y a eu des choix assez douteux, mais on est triste parce que notre pays est éliminé. À ses côtés, l'antagoniste Thomas. Ouais, franchement, on aurait dû viser le tableau droit parce qu'on aurait gagné face aux Pays-Bas, tu vois, et on aurait été en finale, on aurait gagné l'Euro d'ailleurs. Lui, il est content, on est pouvoir aller dans sa piscine, prendre son petit barbecue, comme il disait, c'est plus important que à la piscine vu le temps, mais ouais. Si tu veux. Et puis évidemment, Xavier, toujours la parole de la sagesse. Il sort d'un golf, hein, comme vous pouvez le voir à son magnifique polo. Maintenant, on a quelques jours, tu rentres les matchs de l'Euro, il faut varier, toi. T'as raison. Avoir tout du foot. T'as raison. Et puis il y a Wimbledon en plus en ce moment, donc je sais que t'adores le tennis, mon cher Xavier. Tu es parfait pour y assister. Est-ce que t'as les petites fraises? Parce que c'est tu sais que c'est en général la légende à Wimbledon. Il faut manger des petites fraises avec les chips. T'es pas prêt pour ça? Pas prêt encore. Ok, pas prêt. C'est bon, t'as bien petit déjeuner par contre, tout va bien? J'ai quand même des forces pour voilà, t'as des forces parce que là maintenant on va aborder le débat. Tout de suite, on se plonge dans Parole de supporters. On vous a posé une question sur X, anciennement appelé Twitter. Elle est très simple. Domenico Tedesco doit-il rester à la tête des Diables Rouges après tout simplement cet échec à l'Euro 2024? Première réponse, première question. Ils sont déjà en train de se marrer qu'on n'a même pas encore commencé à débattre. Ça promet. Carapils Pro League nous dit: eh oui, effectivement, il est toujours là, notre Carapils. Non, jamais. Faut profiter d'être en Allemagne pour le laisser là-bas. Jeu catastrophique, changement catastrophique, mensonge, choix illogique, temps de jeu de De Kuyper, Charles de Ketelaar incompréhensible, communication moyenâgeuse, vision du football dépassé. Est-ce qu'on se dirige vers cet avis-là, Quentin? Je savais que t'allais te diriger vers moi. Mais franchement, ouais, il a pas tort dans beaucoup de choses. Il y a des choix qui sont vraiment incompréhensibles. J'ai salué sur les réseaux sociaux sa tentative d'essayer de contrer les plans de Deschamps avec un changement tactique. Donc ça, faut lui donner le mérite d'avoir essayé quelque chose. Mais excuse-moi, mais quand tu essayes quelque chose, tu mets au moins les joueurs à la bonne place. Tu mets pas ton meilleur joueur, ton maestro en 6. Parce qu'on l'a complètement pas vu offensivement, il était effacé. On l'a vu de manière un peu plus présente en fin de match parce qu'il était repositionné là. Tu mets Doku, ton éclair, celui qui peut éliminer un homme, tu le mets isolé sur son île, sur un flanc gauche où il a d'office Griezmann et Koundé. Mais c'est logique qu'à ce moment-là, tu sais pas bien jouer. Et puis après, il y a Lukaku. Je trouve qu'il a pas porté ses balls s'il aurait dû oser le sortir. Ouais. Tu vois, je pense que là, tu dois montrer que tu as du caractère. Et j'ai l'impression que ce qu'il donne, c'est que Lukaku est plus important entre guillemets que lui. Est-ce que c'est pas là qu'on voit véritablement qu'il n'y a pas eu de vraie césure, de vraie cassure entre Roberto Martinez et Domenico Tedesco? On voulait un changement, finalement on l'a pas eu, Thomas. On n'a pas eu de changement un peu quand même, mais je veux dire dans le 11 de base, tu vois un changement? Je te donne les titulaires: Carrasco, Vertonghen, De Bruyne. Il y a que des joueurs qui étaient là sous l'époque 2022 qui ont raté cette Coupe du Monde. Ils sont à nouveau présents et encore une fois ils le ratent. Il n'y a pas une question d'énergie aussi à retrouver dans cette équipe. Il n'y a pas ce besoin vraiment à un moment donné de casser tout, même si on perd des talents individuels, ils n'ont jamais été, je dirais, extraordinaires. Ils ont fait des grosses performances collectives, mais individuellement, les joueurs ne sont pas les mêmes, qu'ils soient avec les clubs qu'avec les équipes nationales. Donc, je sais pas. J'ai l'impression que tu es dubitatif dans ce que je dis. Pas du tout. Mais oui, dans ce sens-là, ouais. Il y a quand même un besoin de changer, non? Encore une fois, si on met ces joueurs-là, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas meilleur. Donc, je vais poser la question différemment.
À la place de Lukaku, tu mets qui? Mais Juste pour moi, à chaque fois un joueur. Tu mets qui à la place de Lukaku? Alors, j'installe un système à 3 avec Loïs Openda et Charles de Ketelaar qui permettrait à Maxime de Kuyper de jouer sur le côté gauche. Également, une animation de jeu qui va changer puisque tu auras un milieu de terrain renforcé avec un joueur, par exemple, dans le profil, dans l'âme d'un relanceur à la Romeo Lavia ou à la Sambi Lokonga. Tu as Onana qui jouera plus haut et dans un rôle de numéro 10, tu peux très bien avoir un Tielemans, tu peux très bien avoir des joueurs qui sont des joueurs créatifs. En fait, tu changes ton système et surtout tu ne dépends plus d'individualité, tu fais régner l'animation. Ok, donc tu remplaces De Bruyne par Tielemans et tu remplaces Vertonghen par qui? Encore une fois, mon problème n'est pas situé sur les individus, Thomas. Mon problème, il est situé sur l'animation de jeu et la manière dont on fait jouer ces joueurs. La promesse de Tedesco, c'était la primauté aux ailiers et le fait d'installer Kevin De Bruyne dans l'endroit où il est le plus fort dans le jeu, le demi-espace offensif. Ça n'est jamais arrivé. Non, c'est vrai. Même moi, je reviens sur ta question sur la différence entre Tedesco et Martinez. Je trouve qu'il y a une stat, elle est hallucinante. C'est que sur les 7 derniers matchs, Coupe du Monde, Euro compris, sur 7 matchs, la Belgique a mis 3 goals. Tu te rends compte, on a mis 3 goals. Et franchement, on est tous à le dire qu'au début de l'Euro, c'était notre force, c'était les offensifs. Mais c'est pas les défensifs. C'est pas une manque de créativité, je trouve, et pas une manque d'occasion non plus, parce que les occasions, désolé, on les a eues, on les a juste pas mis. Ouais, mais il y a un problème. Alors, si seulement t'as 3 goals en 7 matchs, c'est hallucinant, je trouve. Problème d'efficacité pour moi, parce que les buts, on les a. Lukaku a marqué des buts, certes, ok, ils étaient tous hors jeu, ils ont tous été annulés pour des mains, pour des cibles, pour des ça, mais on a marqué des buts. Non, mais ils ont pas compté. Je vais te passer la parole à Xavier, mais juste avant, j'ai envie de lire le commentaire de Nicolas qui m'a trouvé intéressant. Il a dit, oui, Domenico Tedesco, il doit rester à la tête de la Belgique, mais il doit faire des excuses publiques et qu'il reconnaisse qu'il a fait de la... Toujours plus. On va pas citer ça, évidemment, en termes de gestion d'équipe. Xavier, est-ce on a besoin des excuses de Tedesco? Non. Est-ce qu'il doit reconnaître qu'il n'a pas bien agi dans sa gestion d'équipe, par contre? Non, pas forcément. Je pense qu'un coach, il a pas besoin de commencer à faire des excuses en conférence de presse, tout ça. Enfin, genre, on est quand même dans un monde pro du football ou autre. Les entraîneurs, ils ont pas besoin de faire ça. Après, à lui de corriger, de redresser la barre pour les prochaines échéances. Mais au niveau excuses, enfin, moi, je pense que c'est vraiment du carnaval. Mais je trouve quand même qu'il a... Du carnaval, hein? Ouais, bah ouais. Attends, un coach, il va faire des excuses en conférence de presse. Ouais, désolé, les gars, j'ai pas fait les bons choix. On est où, là, toi? Faut pas exagérer. On a avisé, quoi. DASFFF. Hein, toi, mais, par contre, je revois Quentin quand il dit, que c'est bien que Tedesco a quand même tenté quelque chose. Que par rapport à Martinez, avant, Martinez, il tentait rien. Donc il y a quand même une différence. Mais le tenter avec comme un Kevin De Bruyne en 6 et un Doku à gauche, c'est quand même et un Carrasco à droite. Moi t'as déjà Carrasco de coup. Je dis pas qu'il a tenté les bonnes choses, mais je dis au moins il a essayé quelque chose. Moi le plus douteux dans sa composition, c'est tout simplement Carrasco. Si t'avais mis un Bakayoko ou Luke Bakio, je pense qu'on aurait vu un match complètement différent. Et c'est le seul reproche que je fais à Tedesco par rapport à cette composition-là, c'est le fait d'avoir mis Carrasco. Mais il faut pas oublier les gars aussi qu'on est une équipe nationale en reconstruction. Faut être un peu patient, faut attendre ce qui va venir les prochains mois, prochaines saisons, parce qu'il y a des autres joueurs qui vont venir, etc. Je pense que pour l'instant, on est un peu, encore une fois, trop exigeant. Mais sur les performances individuelles, tu parles notamment de Carrasco. Moi, Carrasco, je l'ai vu faire un geste absolument exceptionnel sur Théo Hernandez, le petit pont contrôle enchaîné. Ouais, il a tenté des choses, ça a été un bosseur. On a vu qu'il était limité parce qu'il vient d'Al-Shabaab et parce qu'à un moment donné, en termes de rythme de jeu, il n'est pas habitué à cette cadence-là, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'on est passé d'un entraîneur qui ne change rien à un entraîneur qui change tout parce qu'il a peur. La raison pour laquelle Domenico Tedesco change tout, c'est qu'il n'est pas sûr de lui, il n'est pas sûr de ses hommes, il n'est pas sûr de ses choix, et il n'est pas sûr de ce qu'il fait. Moi, j'ai l'impression que c'est un homme qui tremble. C'est pas quelqu'un qui est assis sur des bases de certitude. Et comme il n'a pas de certitude, il tergiverse et il change tout. Sauf qu'à un moment donné, t'as eu un tournoi ou une qualification où ta communication, la communication de Tedesco formellement, c'était de dire aujourd'hui, nous n'allons rien changer, j'ai une certitude, en défense je sais ce que je fais, mon groupe je le connais, etc. Et on arrive, non seulement on a des surprises au niveau de la liste, on en a déjà parlé, il change d'avis en dernière minute, donc ça veut dire qu'il flippe, ça veut dire qu'il est inquiet, ça veut dire que son mind thinking, son état de pensée, il est complètement bouleversé, et derrière, il ne fait que changer durant le tournoi, alors que durant la qualification, il n'a fait que nous bassiner qu'il avait des certitudes, qu'il voulait continuer avec ces certitudes-là. Justement, juste avant cette Euro, je trouvais que c'était quelqu'un de sûr de lui, confiant, etc. Même dans les choix par rapport à Courtois, on va pas en revenir, mais il a quand même
posé, enfin, je veux dire, il avait des vrais choix. Donc, pour moi, c'était quelqu'un qui était sûr de lui. C'est vrai que pendant cet Euro, on l'a vu quelqu'un un peu douteux, enfin, une personne qui était pas sûre de ses choix. Mais je pense que, on va pas se mentir, les médias ont beaucoup d'effets là-dessus aussi, parce que dès qu'il y a un mauvais match, comme j'ai déjà dit 40 fois, on les critique à tout va. Et je pense que il les voit aussi, les questions, il les reçoit aussi des journalistes, etc. Donc, je pense que c'est aussi une erreur des médias. Je vais lire le commentaire de François avant de passer la parole à Quentin. François nous dit: il n'a rien prouvé dans les matchs importants et depuis l'amicale contre l'Allemagne, ça s'est empiré à chaque match jusqu'au fiasco que l'on connaît. Je comprends toujours pas comment certaines personnes le soutenaient et le soutiennent encore maintenant. Fédération incompétente. Elle a aussi sa part de responsabilité, lui, la communication. Moi, je vais revenir sur une vidéo qu'ils ont postée avant sur les réseaux sociaux, avec Amadou Onana, que tu connais particulièrement. Je trouve lunaire, déjà, Pablo Andrés, on aime ou on n'aime pas, je suis pas le plus grand fan de l'humour de Pablo Andrés, mais quand tu publies sur les réseaux sociaux, avant le match contre la France, où tu mets une vidéo où t'as un joueur de l'équipe nationale qui chante avec un humoriste, ouais, Mbappé, on va te talquer dans les mollets, dans les tibias et tout. Excuse-moi. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont vu à quel point ça a fait un débat. Et c'est comment, pour moi, c'est donner à manger à la France. Tu vois, après, c'est leur dire, ben, regardez, les gars, super simple. Moi, je suis coach, j'arrive dans la vestiaire, je fais, les gars, regardez. Vous voyez ce qu'ils pensent de vous? Maintenant, sur le terrain, allez leur montrer c'est qui les meilleurs. Toi, rien comme ça, tes joueurs, ils sont surmotivés, toi. Il leur faut pas ça pour être motivés, mais ça, tu les surmotives. Et Mbappé, il a réagi de manière très intelligente en conférence de presse. Onana, je connais pas c'est qui. Et après, 15 secondes après dans la vidéo, dans l'interview, il dit, ah oui, on m'a parlé de cette vidéo. Donc, ça veut dire qu'il savait très bien que c'était Onana. Mais toi, il voulait se montrer supérieur. Ah non, moi, ça m'intéresse pas tout ça. Donc, ouais, je trouve que la communication de l'équipe nationale, excuse-moi, mais il y a quelqu'un qui doit quand même s'occuper de ce compte, il y a quelqu'un qui doit gérer ça. Il y a un moment, il y a même quelqu'un qui doit se dire, ça, c'est quand même pas intelligent de poster cette vidéo à 2 jours avant un match contre la France. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment bizarre. Mais ça, c'est les services de communication qui ont fait une grave erreur, effectivement. C'était lourd en plus de ça. Il y a des blagues qui sont vraiment graveleuses, qui font véritablement Sébastien Patoche. Je veux dire, on n'est pas sur TPMP. Je veux dire, à un moment donné, il faut se calmer, quoi. Tu vois, parle sur le terrain avant de parler sur les réseaux. Surtout qu'on n'est vraiment pas en position de faire les malins, quoi. Tu vois, on fait un match de petits contre l'Ukraine. On gagne au rabais contre la Roumanie parce qu'encore une fois, et alors on en reparlera, mais l'absence de Youri Tielemans, faudra m'expliquer dans ce match face à la France, parce qu'il aurait pu vraiment faire du bien pour casser les lignes. Il a été là chaque fois il a répondu présent quand on avait besoin de lui. Tielemans, c'est pas un mec avec une grande personnalité, mais à un moment donné, quand il faut pouvoir hausser le ton, et surtout quand on a besoin de joueurs dans ce registre-là, en fait, on n'a que lui. Donc pourquoi est-ce qu'on l'utilise pas? Et donc derrière, tu te rends compte que toutes ces questions-là, mises bout à bout, nous font en fait comprendre qu'on est dans un énorme globi-boulga où en fait t'avais l'impression que l'entraîneur il est pas maître de ses choix. Quand il fait ses choix, il a peur et derrière il change tout, et donc les joueurs à l'intérieur, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Je vais revenir sur une déclaration de Jérémy Doku après le match. Ils ont travaillé le plan de jeu 2 jours avant. C'était pas au courant. Ils ont jamais joué un 4-4-2. Ils ont jamais joué un 4-4-2. 2 jours avant, tu joues la France, tu prépares ton 4-4-2. Mais faut arrêter. Je veux dire, Didier Deschamps, le 4-4-2 en losange qu'il avait soi-disant prévu de faire avant de passer le jour avant, en 4-3-3 et de changer les plans. Tous ces systèmes-là ont été travaillés durant les qualifications. Nous, on est resté dans un 4-2-3-1. Ça fait 12 ans, il est là aussi. Hein. Absolument. Mais je veux dire, ça ne t'empêche pas de travailler un système. Que tu sois là demain ou que tu sois là jusqu'à je sais pas 12 ans, tu peux quand même travailler un système dans un match. Il y a à un moment donné autre chose que tu peux prouver, tu peux montrer aussi d'autres qualités, ou en tout cas essayer de, je sais pas, travailler une autre formation en fait. Est-ce que tu peux pas juste bosser avant? Mais oui, c'est tout ce que je dis. Mais t'as pas beaucoup de temps aussi en équipe nationale, il faut comprendre ça aussi que t'as pas beaucoup de temps. T'as eu 2 matchs amicaux, t'as eu le Luxembourg, t'as eu le Monténégro, et Tedesco s'est même plaint avant en disant ah mais non mais en fait nous on a trop de matchs. Oh c'est chiant, on est obligé de jouer 2 matchs. Si c'était moi je l'aurais pas fait. Il avait son système en tête qu'il a utilisé durant les qualifications. Il continue là-dessus, ce qui est complètement logique. Tu vas pas changer du tout au tout juste avant le début de l'Euro. Tu dois te baser sur ce que t'as créé. Mais alors change pas tout au tout juste avant un match.
Bah oui, mais vous avez voulu du changement et il vous a donné du changement. Ouais, non, mais ça, c'est du changement qui n'a aucun sens. Ouais, c'est la preuve d'un homme qui est fébrile, en fait. Cet homme décide, mais en décidant, il décide pas. Il avait déjà essayé, ça, je suis pas d'accord. Il avait déjà essayé de mettre Lukaku et Openda lors d'un match, je sais plus c'était lequel, mais ça n'avait pas très bien fonctionné d'ailleurs, et je te rappelle que c'était en Autriche. La Belgique avait gagné 3-2. T'as tout à fait raison dans ce que tu dis. Mais ça n'avait pas fonctionné et ça n'a pas non plus fonctionné contre la France. Peut-être que c'est une question d'animation de jeu. Comment est-ce qu'aujourd'hui on se dit, alors que notre qualité, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas la défense, on se dit en fait on va mettre un système en place où on va essayer de faire mieux que Deschamps. Mais il y a pas, personne ne bat Deschamps à Deschamps. Ah non, si tu veux faire du Deschamps, ben il faut ne pas avoir Deschamps en face de toi. Il y a que la chatte qui peut battre Deschamps, mais la chatte ne veut pas battre Deschamps. L'animal. Oui, je parle de la chatte. Hein. Évidemment. Non, mais voilà, on va se calmer, Thomas. On va se calmer. On parle évidemment de l'animal. Hein. On est une émission de grand public. Mais mon cher Thomas, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. La réussite que peut avoir l'équipe de France. C'est trop. Voilà. Ça, c'est la vérité aussi. Il faut pas oublier. Mais faut savoir la susciter. Faut savoir la provoquer. On a été éliminé en Coupe du Monde face à la France, en Nations League face à la France et l'Euro face à la France. Et on les retrouve en Nation League en septembre. Ouais, c'est en tout cas assez dommage. Faudra parce que voilà, mais justement, les changements c'est quoi? Deschamps, on prend Deschamps. ça serait la sélection parfaite pour qu'on ait enfin notre premier trophée. Toi, par exemple, ça, juste avant, pardon, je vous ai coupé, mais tu disais que ça n'a pas fonctionné contre la France. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Ah non, pour moi, ça a fonctionné. Je suis d'accord. Ils sont pas qualifiés, mais ça a fonctionné. C'est un bête but, hein. Quand tu regardes, la Belgique a eu plus d'occasions franches que la France. Exact. Même si c'est un système avec des choix très douteux ou autres. Pour moi, au final, ce qu'il a essayé, ça a fonctionné contre la France. Le résultat n'est pas là, parce que un manque de réussite, un autogol. De Bruyne, quand il frappe du grand rectangle à City, ça frappe genre 9 fois sur 10, c'est dedans. Ouais. C'est pas, là, il finit pas au fond. Carrasco, sauf son coup franc dévié de Bruyne. Mais non, il a de la chance. Il est un peu surpris, il la dévie. Au final, la Belgique a eu plus de grosses occasions que la France. Mais ça n'a pas fonctionné. On avait parfaitement pu gagner ce match. Les occasions, t'as réussi. T'as pas été, tu vois ce que je veux dire? C'est juste qu'au final, t'as pas eu de réussite parce que tu prends un autogol. Donc tu penses qu'on est trop sévère? Bah oui, franchement, je suis d'accord parce que, en plus, surtout que même quand tu regardes encore plus, c'est qu'avant l'Euro, elle veut dire 90% des Belges voulaient aller en quart de finale parce que potentiellement, normalement, t'affrontais la France, les deux équipes finissaient premières et tu te faisais éliminer là, t'allais en quart de finale. Là, au final, t'es en huitième, t'as quand même perdu contre la France. Ouais. Donc c'est ce que les Belges attendaient au final. Non, je suis pas d'accord avec toi. Ils voulaient pas aller en quart de finale. Ils pensaient aller en quart de finale. Ce qu'ils voulaient, c'est gagner. Et perdre contre la France. Non, mais tu vois, l'objectif, ce qu'ils pensaient, c'était que le quart de finale, c'était le maximum. Mais ce que tout Belge veut, je trouve qu'il manque cette mentalité de la gagne, tu vois. Par exemple, quand tu regardes des Turcs jouer, quand tu regardes des autres nations jouer, je sais pas, tu vois, ils arrivent à se transcender, ils arrivent à se dire, toi, c'est des mentalités de vainqueurs, des mentalités de guerriers, et je trouve qu'il manque ça, tu vois. Il manquait ce petit truc en plus, qui fait comme tu dis, ça s'est joué avec rien, ça s'est joué avec de la chance, mais cette chance, comme Sacha dit, tu la provoques. Et tu la provoques comment? Avec ce petit geste, avec cette petite mentalité, toi, ce petit coup en plus. Bah, tu vas pas me dire que la France, elle avait la mentalité de gagner, hein. Je suis désolé. Pour le coup, on était sur du 50-50. C'était pas un match de foot, c'était un match d'échecs déjà. C'était vraiment pas un match de foot. Ouais, on jouait à la roulette, là. C'était la roulette. Véritablement les joueurs statiques. Oui, voilà. C'était tactique. C'était pas un match de foot. C'était un match. Quand Onana avait la balle comme ça, on a la balle. Onana, il a la balle, il est comme ça, il regarde, il a rien à faire, il a rien à proposer. Il faut la passer à un autre. Il y a des moments comme ça, on est en premier temps. Je sais pas, essaye au moins de tenter quelque chose, toi, de tous, hein. Je parle pas que de Nana, je parle de tous les joueurs de manière générale, hein. Mais il manquait ce petit truc, je trouve. Il jouait vraiment le nul, tu vois. Essaye de tenter quelque chose et tout. C'est comme Xavier disait, on avait les occasions les plus franches. Je suis désolé, si t'as un Bakayoko à la place de Carrasco ou Luke Bakio pour aller vers le but, elle est dedans, hein. Lukaku. On remet quand même un petit peu les choix de Tedesco en forme, Thomas. Bah oui, mais on les remet en cause, là. Mais moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le seul problème avec cette composition, c'était, le fait d'avoir mis Carrasco. S'il avait mis, Luke Bakio ou Bakayoko, je pense que le match aurait été différent. Mais je trouve que Xavier a complètement raison dans ce qu'il dit. C'est que, on avait les occasions les plus franches parce que certes, ok, la France avait 16 tirs, il y en a qu'un cadré et le but qu'ils ont marqué, c'était même pas un tir cadré, c'était un tir complètement dévié parce que la frappe de Colomboigny, elle allait complètement dehors. Après, t'as quand même la tête de Marcus Thuram qui passe pas loin du but. Ouais, mais tu veux pas, elle est pas cadrée non plus. On va terminer ce débat avec une question. J'aimerais bien quand même avoir vos réponses individuelles. Est-ce qu'on doit continuer avec Tedesco? Non, pour moi, je le prône depuis le début. On doit avoir un coach belge. On regarde là Deschamps, il est français, c'est une mentalité, il est là pour son pays. Je trouve que Tedesco n'aurait pas le même mindset et la même mentalité. Excuse-moi, on est tous là. Si on est entraîneur, on fera d'office plus pour notre pays que si on le faisait pour notre pays. C'est totalement logique parce que c'est ton pays qui joue. Donc j'aimerais bien vraiment avoir un coach belge et comme on en a parlé, un coach qui a des décisions, qui est fort, qui a du caractère. Donc ça pourrait être intéressant.
Philippe Clément. Bref, mais je suis d'accord avec ce qu'il dit par rapport à... Est-ce qu'on doit continuer avec Tedesco, Thomas? Oui, on doit continuer, mais je suis d'accord que par la suite, il faudrait peut-être se pencher sur un coach belge. D'un coach Philippe belge, Clément, Hein van Azebroek peut être très bien, je pense, dans le cadre d'un sélectionneur, ou Philippe Clément, mais il a du travail en ce moment. Il est aux Rangers. Hein, mais dans 2 ans ou 2-3 ans, il sera libre, t'inquiète. Aussi, un coach qui sait parler les 3 langues. Je pense que ça va être très important. Ici, Tedesco, il parle ni néerlandais, il parle ni français. Je pense que ça peut quand même jouer. Je pense pas que tous les joueurs de l'équipe nationale sont parfaits bilingues avec l'anglais et savent comprendre aussi les consignes tactiques de Tedesco. Discuter avec le coach aussi, avoir une conversation avec le coach. Donc ça, pour moi, un Hein van Azebroek qui est parfait bilingue, pour moi, serait un bon exemple. Et à l'image de la communication du Sporting d'Anderlecht, qui est d'ailleurs très très bonne à ce niveau-là, essayer d'être plus, quand on communique aux supporters, notamment via les réseaux sociaux, dans le néerlandais, matcher avec le français et être dans la culture belge, arrêter avec l'anglais. C'est bon, cette génération qui à un moment donné est à l'étranger et cette espèce de stratégie sur l'international, c'est bon, elle a un terme, elle a très bien fonctionné à un moment, mais c'est terminé. Aller sur quelque chose d'un peu belgo-belge, qu'on retrouve un peu nos valeurs. On a besoin de retrouver un peu de belgicisme et même plus de joueurs de JPL. Même si notre qualité individuelle sera moins importante, il faut qu'on se prenne exemple et justement, on va l'aborder sur la Nati qui, pour moi, a bien travaillé dans ce registre-là pour faire tout doucement progresser ses talents. Xavier, dernière question avant de passer au moment fort de la semaine parce que Cameron Puertas nous attend. On doit garder Tedesco ou pas? Pour moi, ouais, je pense. En fait, il faut juste un entraîneur que tu lui laisses, comme l'a dit Thomas, en sélection, t'as pas beaucoup de temps pour travailler. Juste un entraîneur à qui tu lui laisses longtemps pour travailler. Comme Deschamps, il est là depuis éternellement, enfin, depuis 12 ans. Si on garde Tedesco, faut le laisser travailler. Si tu prends un autre, alors, faut aussi le laisser travailler longtemps. Je pense, en sélection, il faut vraiment laisser beaucoup d'années à un entraîneur. En plus, ici, on a une équipe en reconstruction. Tout à fait. Donc, je pense, ici, ça fait 2 ans qu'il travaille plus ou moins pour la Belgique. Je pense qu'il faut lui laisser le temps. Mais est-ce que c'est le bon coach pour retravailler cette reconstruction? Vu ce qu'il avait fait face à l'Allemagne, je suis. Donc, tu te bases sur un match amical avec un ancien coach allemand, ça tournait pas. Mais arrête, mais c'est pas l'adversaire qui comptait, c'était l'énergie, la mentalité et ce qu'on a vu quand arrête de comparer avec l'Allemagne. Tu peux pas juger que sur un match. Donc là, tu es content sur une mentalité d'un match. Mais attends, commence pas à me dire que tu peux juger sur un match parce que. Non, mais là, t'es content d'une mentalité sur un match. Quand tu me parlais de la Slovaquie, non, mais là, t'es content d'une mentalité sur un match. Tu aussi sur un match. Donc, alors qu'on a gagné contre le Luxembourg et le match avant aussi en match. On a encore des émissions pendant l'Euro pour aborder ce cas Belgique. Évidemment, encore des émissions jusqu'à la fin de l'Euro pour véritablement aller au fond des sujets. Donc, on aura l'occasion de réaborder ces sujets-là, messieurs. Place au moment fort de la semaine. À présent, on l'a dit, notre invité à distance, c'est Cameron Puertas, le meilleur joueur du championnat de Belgique, est avec nous, évidemment, et il a répondu, bien, à ces diverses questions que nous allons aborder, sur lesquelles nous allons débattre avec plaisir. La première, elle concerne évidemment ce match entre l'Allemagne et l'Espagne. Très simplement, est-ce que la Mannschaft de Julian Nagelsmann peut arrêter la Roja? C'est à toi, Cameron. Bonjour Sacha. Alors écoute, pour ma part, moi je pense que l'Allemagne de Nagelsmann va avoir de la peine à arrêter l'Espagne, parce que ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, l'Espagne, je pense que pour moi c'est l'équipe qui produit le plus beau jeu, qui nous donne envie de rater l'Euro pour ce genre de match qu'ils font. Et après, c'est vrai que l'Allemagne, ils sont à domicile, ça va être un match difficile pour l'Espagne. Mais en tout cas, pour moi, je vois l'Espagne s'imposer, surtout après le dernier match qu'ils ont fait. Offensivement, ça a été un récital. Ils ont mis 4 buts, ils ont réussi à se créer plein d'occasions, et je pense que c'était ça le défaut de l'Espagne durant ces dernières années. Mais cette année, je pense qu'avec la fougue et la jeunesse de l'attaque, c'est ce qui fait leur force. Donc pour moi, je vois l'Espagne s'imposer. Cameron Puertas, le joueur de l'Union Saint-Gilloise. Merci Cameron, on va te retrouver juste après pour parler évidemment de la Nati, des natifs de Lausanne. Il faut le faire, c'est important. Quelques mots sur l'analyse. Elle me paraît très juste, ce que Cam a dit. Quelque part, c'est cohérent. La Roja va certainement à un moment donné devoir passer une étape supérieure, mais elle en est tout à fait capable en fait par son jeu, par ses talents. Elle sait le faire, elle peut faire la différence contre la Mannschaft. Ouais, franchement, ce qu'ils ont montré, c'est très très fort. C'est très fort. Ils ont une solidité défensive. Le milieu de terrain, il est incroyable en qualité de ballon. Tu vois, le toucher du ballon, c'est vraiment très fort. Et les côtés, Lamine Yamal, et Nico Williams, c'est très fort. Maintenant, dans ta question, c'est l'Allemagne de Nagelsmann, peut-il le faire? Oui,
ils peuvent le faire. Parce que comme il le dit, ils sont à domicile. Et ça reste l'Allemagne, ça reste des gros noms. Il y a des joueurs, ils ont l'expérience, ils ont l'expérience de tout, de l'Euro, ils ont l'expérience de Coupe du Monde. T'as des Neuer, il a fait du bon aussi. T'as des Kimmich, t'as des joueurs du Real Madrid, t'as des Kroos, t'as des Musiala du Bayern, t'as des très bons joueurs en Allemagne aussi. Je veux dire, ils ont un petit problème, les deux équipes, c'est qu'ils n'ont pas un réel neuf pur buteur, un gros buteur, un gros renard de surface. Donc ça, c'est peut-être l'élément qui peut faire la différence, mais l'Allemagne peut le faire, mais l'Espagne est incroyable. Donc, toi, je t'ai vu faire la moue, Thomas. Tu n'es pas nécessairement d'accord avec les propos de Cameron? Si, dans le fin fond, je suis d'accord avec lui, sauf que le seul truc qui m'interpelle, c'est qu'il dit que la clé aujourd'hui de l'Espagne, c'est justement la jeunesse, les deux joueurs sur les flancs. Mais je pense qu'à un moment donné... Ce qui est aussi le cas de l'Allemagne, d'ailleurs. Ouais, mais je trouve qu'un Wirtz, c'est quand même déjà plus avancé en termes d'expérience qu'un Lamine Yamal par exemple, et je pense que justement cette expérience manquera dans ce type de match, et je pense que justement l'Allemagne est plus expérimentée, même au niveau de la défense. On a Rudiger et un Tas, je pense qu'il revient de suspension. Et non, Wirtz c'était sur le banc le dernier match, donc à voir le choix du coach. Ouais, à voir ce qu'il va faire, mais bon, cette année aussi bien ses entrées que ses réalisations, ils étaient merdiques pour être un peu qui a dit d'ailleurs en conférence de presse une conversation absolument lunaire qu'il était soi-disant prêt pour le Ballon d'Or cette année, que c'était peut-être son année. Il est complètement il a l'Ouest, Ballon d'Or de Wish, je pense. Parce que là, oui, c'est vrai qu'il est vraiment pas terrible en effet. Ouais, donc non, moi je pense que l'expérience de l'Allemagne, ils en ont un peu plus que l'Espagne, et le fait aussi qu'ils jouent à domicile, ça jouera en leur faveur, et je pense que l'Allemagne l'emportera face aux Espagnols, même si jusqu'à présent, comme Xavier l'avait préfacé lors du début de l'Euro, l'Espagne c'est maintenant la meilleure équipe footballistiquement parlant, c'est la meilleure équipe à cet Euro. Xavier, ton pari tient toujours, ou plutôt ta prédiction, ton pronostic tient toujours. Ça y est, là on y est presque, là avec on se rapproche en tout cas. Avec l'Espagne, on se rapproche petit à petit. Tu nous as mis une baffe à tous, félicitations. Mais est-ce que l'Espagne peut aller au bout? Est-ce que la Mannschaft va les arrêter? Je pense la Mannschaft va pas les arrêter, je pense pas. Juste petit point peut-être positif pour l'Allemagne, c'est qu'ils jouent à domicile. Donc c'est que toujours peut-être l'arbitrage peut avoir quelques trucs qui peuvent peut-être faire pencher un peu la balance. Mais honnêtement, je vois pas du tout l'Allemagne passer face à l'Espagne. Ok, c'est intéressant. Pourquoi? En fait, l'Allemagne, je trouve que offensivement ils sont forts, mais je trouve la défense, même s'ils ont des gars d'expérience, à chaque match elle me fait peur. Hein. Rudiger, il fait un euro monstrueux. De ouf, Rudiger, il est fort, mais il est costaud. Je trouve qu'il se trouve, je trouve qu'elle est jamais alignée, il y a pas d'automatisme dans la défense. À tous les matchs, la défense de l'Allemagne, elle me fait peur. Tu trouves le Normand rassurant, toi? Moi, la défense de l'Espagne me fait rassure clairement plus que la défense de l'Allemagne. Hein. La défense française de l'Espagne, le Normand ça c'est encore un autre débat. C'est lunaire ça, franchement. C'est encore un autre débat, mais c'est tout à fait vrai. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je trouve par contre que la défense, alors sur le non-alignement, je trouve qu'à un moment donné, c'est un peu, ouais, il faut pas trop. Ça part un peu en sucette, beaucoup dans l'anticipation, beaucoup trop d'énergie, ça ne se canalise pas. Il y a un problème effectivement, tu le dis très bien, de placement tactique. Mais en face, je suis désolé, mais alors que les Allemands ont des problèmes dans le placement, les Espagnols ont des problèmes de concentration, hein, parce que Robin Lenormand, à un moment donné, il perd sa tête dans le match face à la Géorgie. Ouais, après, c'est, sans manquer de respect à la Géorgie qui a fait un super Euro, je pense qu'ils ont un mindset et un focus différent pour un Espagne-Allemagne que pour un Espagne-Géorgie. Surtout qu'ils avaient déjà affronté lors des qualifs aussi. Ils avaient gagné 7-1 lors des qualifs, et là c'est 4-1, donc ils connaissaient un peu le truc. C'était un peu plus pas détendu, mais même si ça devrait pas arriver, moins de pression, quoi. Il y a beaucoup moins de pression. Par contre, on parle de l'Espagne qui est très bien alignée, etc. Mais ils ont, je pense que sauf si je me trompe, hein, depuis le début, ils ont les 4 mêmes défenseurs depuis le début de l'Euro, et non, il y a eu Nacho qui a joué aussi. Le dernier match, ils étaient déjà assurés d'être premiers. Ah oui, mais non, contre l'Albanie, ils ont fait tourner, je pense. Ils avaient mis une équipe, même le premier match aussi, c'est lui qui avait joué contre la Croatie. Parce que l'Allemagne, ils ont quand même, ils ont déjà changé l'arrière gauche, ils ont dû mettre Schlotterbeck à la place de Tas, donc ça a déjà bien switché aussi. Je te voyais fulminer. Ouais, parce qu'il y a un truc que je trouve, l'Espagne, ok, très très fort, très bon début d'Euro. Maintenant, je trouve, ils ont pas eu une réelle adversité en phase 2. Excuse-moi, mais la Croatie, c'est plus la Croatie qu'on a connue. L'Italie, on sait que son point faible, c'est offensivement, c'était pas ça. Offensivement, ça créait pas d'occasion. L'Albanie et la Géorgie, avec tout le respect que j'ai pour ces nations, c'est pas ces nations-là qui vont mettre l'Espagne en difficulté. Donc là, maintenant, on rentre vraiment dans le vif du sujet et on va voir ce que la défense de l'Espagne peut faire contre une nation avec des attaquants solides. Ouais, c'est vrai que ça va être très très intéressant. Merci pour ce débat, messieurs, parce qu'on a un deuxième qui arrive.
Et la question est encore une fois posée à toi, Cam. Et là, dans ce cas-là, on parle de ton pays. Tu es natif de Lausanne, on le disait. On va te poser la question concernant la Nati. Après sa victoire contre l'Italie, logique et méritée d'ailleurs, la Nati peut-elle aller en finale de l'Euro? Ça passe évidemment par une victoire contre l'Angleterre. Franchement, moi, je vois pas la Suisse perdre. Mais ça va être un match vraiment compliqué pour la Suisse, même pour l'Angleterre. Après, ça reste un match à gros enjeu, match sur élimination directe. Et avec ce qu'ils ont proposé jusqu'à présent, la Suisse, un jeu d'équipe, un jeu de pressing, de récupération haut sur le terrain directement après la perte du ballon. Et avec l'Allemagne, ce qu'ils ont proposé jusqu'à maintenant, franchement, c'est pas incroyable. Hein. Donc même qu'ils sur le papier, ils sont largement favoris. Après, ça reste sur le papier. Sur le terrain, c'est autre chose. Il y a 11 joueurs et pour moi, c'est vraiment, je vois pas comment la Suisse peuvent perdre ce match. Jusqu'à ce qu'ils ont présenté des équipes jusqu'à maintenant. Donc j'espère que la Suisse vont faire un gros match et ils vont réussir à créer l'exploit, même si pour moi ce sera un exploit juste historique parce que sur le terrain, la Suisse c'est une des meilleures équipes jusqu'à présent dans cet Euro. Donc j'espère qu'ils vont réussir à mettre leur plan de jeu comme ils ont fait durant ces 4 premiers matchs et j'espère que ça va le faire pour la Suisse. Donc on va regarder ça attentivement et j'espère qu'ils vont pas me donner tort la Suisse. Je retiens ce que tu viens de dire attentivement, mon cher Cam. Il voit que la Suisse n'aura pas trop de difficultés contre l'Angleterre. Je pense que Thomas n'est pas d'accord. Si, t'es d'accord ? Je suis d'accord quand on voit le match de l'Angleterre face à la... Rappelez-moi, c'est pas... La phrase de Cam, c'est « je ne vois pas ». Juste 2 secondes. La phrase de Cam, c'est « je ne vois pas la Suisse être mise en difficulté ». Ouais, non, ça c'est un peu fort. Non, je pense que non, la Suisse va être quand même en difficulté. Mais par contre, je le rejoins dans le fait que la Suisse va poser plus de problèmes aux Anglais que les Anglais aux Suisses. Ça, je suis complètement d'accord. Et pour répondre à la question, est-ce que la Nati peut être champion d'Europe, j'ai envie de dire, si tu avais été sélectionné, ouais, mais vu que t'es pas là, non. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi il ne l'a pas été? Si mes infos sont bonnes, je pense que c'est par rapport au fait qu'il avait eu un contrôle d'excès de vitesse, qu'il a perdu son permis de voiture et que du coup il peut pas être naturalisé suisse et qu'il doit attendre jusque 2025 si mes infos sont bonnes. Il a été recontrôlé au volant quand il a plus son permis. Oui, en fait, donc il a été recontrôlé au volant quand il a plus son permis. Il a fait 2 et donc la Suisse, ça rigole pas avec ça et donc il peut plus être sélectionné pour le moment à cause de ça pour avoir la. Jusqu'en 2025, je pense. Ça, et donc il devra attendre le mondial 2026 pour rejoindre la Nati. Évidemment, il y a un transfert qui se prépare, donc pourquoi pas hausser aussi son niveau de jeu. Mais on l'a vu, la Nati, et on va en parler, a haussé elle aussi avec ses individualités son niveau de jeu. Xavier, quel beau milieu de terrain, un petit peu made in Serie A, mais quelle intelligence, avec un Xhaka, avec un Bischer, avec un Remo Freuler. Waouh, quoi, j'ai envie de dire waouh la Nati. Ouais. Ce que je veux dire aussi, c'est des joueurs qui se connaissent depuis de nombreuses années aussi. Ça fait combien d'années qu'ils sont en sélection ensemble? T'as les automatismes, ça aide à bien jouer. Ouais. C'est un bon groupe qui se connaît, qui est tout doucement rajeuni avec certains joueurs plus en attaque que d'autres. Il y a les automatismes, c'est un groupe qui se connaît, qui joue bien ensemble. Le coach ose faire certains choix en attaque, des fois, qui surprennent, mais qui font bien. Par exemple. Ils ont même mis en difficulté l'Allemagne. Ils auraient pu même finir première du groupe devant l'Allemagne, avec un peu plus de réussite. Donc, vraiment, c'est une belle Nati et je pense aussi qu'ils peuvent aller loin. Et puis il y a une révélation, Dan N'Doye, absolument incroyable. Quel joueur absolument dingue. Ouais. Dan N'Doye, cette capacité d'élimination, c'est ce côté frivole aussi en face à face. Quel naturel, quel enthousiasme, quelle fraîcheur. L'Inter, évidemment, est en train de négocier pour pouvoir l'accueillir. Il a fait une excellente saison et on dirait encore merci à Thiago Motta du côté de Bologna. C'est quand même pas mal. Hein. La Nati a quand même les armes pour embêter cette Angleterre. Et le système de jeu aussi, il est très intéressant. Je pense que le coach a trouvé le bon système avec les joueurs qu'il avait, parce qu'on avait toujours l'habitude de jouer avec des ailiers comme Shaqiri, etc. On le voit plus trop, Shaqiri, avec les deux donc Vargas et Frieder en soutien de l'attaquant de pointe, et le milieu de terrain et les 3 défenseurs derrière. Franchement, c'est très propre. C'est comme il disait Cameron, c'est une équipe, c'est une vraie équipe et tu le ressens. Et je pense que c'est une équipe qui peut aller très loin. Et de toute façon, à chaque compétition, donc grande compétition, que ce soit Coupe du Monde ou Nations League ou l'Euro, cette équipe de la Suisse est toujours présente d'une manière ou d'une autre. Et avec un joueur Dohan qui vient lui aussi de Ludogorets, qui pourrait aller du côté de Bruges. C'est pas une info, mais je connais les connexions qu'il peut y avoir entre Ludogorets et Bruges. J'en ai déjà un petit peu parlé avec certains membres du club de Bruges.
J'ai un peu le sentiment qu'ils vont aller sur Dohan après l'Euro. C'est un feeling, c'est pas encore une info. Si c'est une info, évidemment, ce sera retrouvé sur mon Twitter. Mais pour le moment, ça l'est pas encore. Quentin, une question concernant l'Angleterre. Comment est-ce possible que Gareth Southgate nous fournisse cette bouillie de football? C'est compliqué, hein. C'est très très compliqué. J'ai regardé le match contre la Slovaquie. Honnêtement, j'avais de la peine pour les Slovaques. Et ils méritaient mieux, franchement. Après, c'est un coup de génie, hein. Dans le 4e, tu mets une retourne acrobatique comme ça qui sauve clairement ton pays. Il y a beaucoup de choix assez discutables. T'as un Trippier qui joue pas à sa place. T'as un Foden, excuse-moi, il doit vraiment pas jouer à gauche. Il fait un euro inexistant parce que sa place c'est dans l'axe. T'as un Bellingham qui joue normalement en place de 10, mais il est complètement rincé de la saison qu'il a fait avec le Real Madrid. Il est cuit. On voit qu'il arrive plus à rien à tenter. Mais il te sauve quand même une bicyclette en dernière seconde. C'est les génies, quoi. C'est les génies. C'est ça. C'est un geste légendaire. Il y a rien à faire. C'est un geste légendaire. À l'an 4e, tu sors une bicyclette comme ça qui sauve ton équipe. T'as un Saka, c'est l'ombre de lui-même avec Arsenal. Pourtant, je regarde pas mal Arsenal et il est incroyable. Et ici, mais il n'arrive pas à proposer la même chose. En même temps, latéral gauche, ce serait pas évident. Non, il joue latéral droit. Oui, mais il a mis latéral gauche. Ouais, je sais bien. Il a mis latéral gauche contre la Slovaquie. Avec la blessure de Trippier. Non, parce qu'on critique beaucoup le latéral gauche Carrasco qui était contre la Slovaquie, mais contre la Slovaquie, Southgate, il a fait pire. Il a été de niveau au-dessus, quoi. Saka latéral gauche. Faut vraiment être fou, quoi. Il y a un gros problème, je pense, c'est que c'est là que ça va être vraiment la grosse confrontation contre la Suisse, parce que pour moi, le duel des extrêmes, c'est les individualités contre le collectif. Et donc, c'est là qu'on verra qui l'emportera. Les individualités contre le collectif, effectivement, avec peut-être une Nati qui va jouer plus offensivement, Thomas, parce qu'elle en a les capacités. Ça joue déjà bien offensivement. Et elle va profiter des largeurs aussi défensives de l'Angleterre. Xavier, tu l'as vu, cette largeur défensive, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans le bateau, en fait, en clairement. défense. Et le seul bon défenseur anglais depuis le début de l'Euro, il est suspendu. Marc Guéhi, il est suspendu pour ce match. C'est la seule éclaircie dans cette équipe anglaise, surtout dans la défense anglaise. Donc, honnêtement, comme tu l'as dit, la défense, c'est compliqué. C'est aussi ce que j'annonçais lors de la préface qu'on a parlé de l'Euro, c'est que en Angleterre, la défense, ça allait pas du tout aller. Là, on le voit que c'est le cas. Et ici, face à la Suisse, ça va être compliqué, hein. Je trouve que c'est plus le secteur offensif qui me pose problème. Avec les joueurs qu'ils ont, les noms offensivement. Pour moi, c'est le meilleur quatuor qu'ils ont devant. C'est incroyable, hein. Bah, de toute façon, on l'avait dit, hein. Mais il y a un problème Harry Kane, hein. C'est pas le meilleur. Ça se voit. C'est bon, vous avez un problème avec les numéros 9, Harry Kane. Mais non, mais tu le vois dans le match contre la Slovaquie. Oui, non, je suis d'accord. T'es pas aveugle. Tu le vois qu'il est pas bon. Mais je pense que c'est tout le monde, franchement, que ce soit Bellingham, Foden, Saka ou Kane, il y a vraiment un problème. Même pas que les Anglais, en fait. Quand tu regardes dans cet Euro, tous les numéros 9, il y en a aucun qui marquent. Parce qu'ils sont tous rincés physiquement de la saison ou autre, mais ils ratent tous énormément d'occasions. Il n'y en a aucune star comme qui brille. Après, c'est développé. Quand tu vois les meilleurs buteurs pour le moment, c'est Mikutadze et celui de l'autre de la Slovaquie, je pense, Franz. Franz, ça va être 3 buts. C'est les deux meilleurs buteurs. Et Moussiala. Et Gakpo. Bref, mais pour le coup, on parlait beaucoup de la Belgique, etc., que c'était pas bon, etc., mais quand on fait l'analyse globale, l'Angleterre, l'Italie, Croatie, Belgique, France, je suis désolé, le niveau de jeu, il est horrible. Voilà, et la Hongrie nous a déçus. On rappellera quand même qu'on les avait mis comme outsider et que je les trouve extrêmement... ils ont été décevants durant cette compétition. Comme quoi, il y a beaucoup d'équipes qui auront des revanches à prendre en Nations League, au Mondial et puis également au prochain Euro. Merci messieurs en tout cas pour ce débat. C'était vraiment bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à débattre avec vous. On va se retrouver très rapidement évidemment pour les affiches des demi-finales de cet Euro, pour la finale également. Et Quentin, toi tu ne seras pas avec nous pour les demi. Ce sera Semi Demirci qui sera avec nous. C'est l'entraîneur tout simplement performance de Loïs Openda. Il s'occupe également de joueurs comme Vincent Burlet du côté de Lille, etc. Il est d'origine turque et il est fort possible, on l'espère évidemment, on croise les doigts pour l'émission, que la Turquie aille en demi-finale. Ce serait intéressant d'avoir un éminent, en tout cas fan de la Turquie et qui connaît très bien le football, qu'on vous fera découvrir pour ce show. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve donc, vous l'aurez compris, dans quelques jours. Et puis quant à vous, évidemment, le Football Time ne s'arrête jamais. Ciao, ciao!